Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes à New York à l'automne 1929. Autant vous dire qu'il y a de la crise dans l'air. Winston Churchill, en 1929, a 55 ans. L'homme au cigare est déjà très connu. Il est une figure tonitruante de la politique britannique, le maître orateur du parti Tory. Et pourtant, à cette époque, on ne peut pas le voir au pouvoir. Depuis quelques mois, il est solitaire dans ce qu'on appelle une traversée du désert en politique. Il est là, qu'hier, celui qui a été chancelier de l'échiquier pendant 5 ans. Son parti, le Conservative Party, a perdu les législatives au printemps dernier. Il a été aussi premier lord de l'amirauté pendant la Grande Guerre et on ne peut pas dire que ce soit soldé à l'époque par un triomphe. Officiellement, Churchill est venu en Amérique pour une série de conférences. Il est là, c'est ce qu'on dit généralement quand on veut prendre du recul, et c'est exactement ce qu'il fait, Churchill. Il prend de la distance par rapport à Londres et par rapport à tous les milieux politiques, les milieux d'affaires, par rapport à la gentry britannique. C'est le début de la saison à Londres et il n'a pas voulu voir ça. Nous sommes le jeudi 24 octobre 1929. Il est à la tribune de la bourse de Wall Street. Vous voyez un peu à quoi ressemble Churchill, avec son crâne dégarni, son ventre arrondi, un nœud papillon un peu fatigué. Oh, il n'a plus rien du jeune ambitieux d'autrefois. Il est là qui observe les secousses de la salle. Et c'est un peu comme s'il connaissait déjà la suite. Vous avez noté la date que je vous ai donnée, le 24 octobre 1929, c'est le jeudi noir, bien entendu. Il est venu, il est là avec une connaissance, en train de regarder les hommes qui s'agitent dans la grande salle en contrebas, les courtiers nerveux qui se pressent et crient de plus en plus et gesticulent dans cet air chargé d'une fièvre presque électrique, comme si on comprenait que le système allait se rompre, ce jeudi noir. Le lendemain, Churchill dira avoir vu un homme se jeter dans le vide. Est-ce que, dans cette traversée du désert qui est la sienne, il a vu un signe dans cette scène dramatique ? Ce sont des moments difficiles. Churchill écrit, il est en train de se lancer dans la biographie d'un de ses ancêtres, en fait, John Churchill, le premier duc de Marlborough, vous savez, ce général homme politique anglais dont la carrière s'étend sur le règne de 5 monarques britanniques des 17 et 18e siècles. Un homme extraordinaire, Marlborough. C'est notre Marlborough s'en va en guerre, vous savez. Fascinant à bien des égards. Voici ce qu'écrit Churchill sur l'enfance de Marlborough. On dit que les hommes célèbres sont habituellement le produit d'une enfance malheureuse. La rigueur des circonstances, les camouflets de l'adversité, l'aiguillon des avanies et des sarcasmes pendant les tendres années sont nécessaires pour faire naître cette implacable suite dans les idées et ce bon sens à toute épreuve sans lesquels s'accomplissent rarement de grandes actions. Ça, c'est magnifique. Quand un homme politique se met à faire la biographie d'un personnage historique, vous pouvez être quasiment sûr qu'il va vous parler de présent beaucoup plus que de passé. Et dans ces lignes où il évoque Marlborough, difficile de ne pas entendre en filigrane l'aveu plus personnel que nous fait Sir Winston. Et si, en retraçant les douleurs de l'enfance d'un autre qui se trouve être un de ses ancêtres, et si, en nous racontant cette adversité de l'enfance, il cherchait en vérité à nous raconter la sienne et à apprivoiser ses propres fantômes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il avait l'habitude de dire, Winston Churchill, étudiez l'histoire, c'est dans l'histoire que résident tous les secrets de l'art de gouverner. Il était né lui-même le 30 novembre 1874, premier enfant d'un mariage qui avait fait beaucoup de bruit, puisque Winston Leonard Spencer Churchill, son père, était le fils de l'American Beauty, comme on disait, Jenny Jerome, une grande mondaine, dont le père très riche avait été le roi de New York. C'était cette époque où la haute aristocratie britannique faisait des mariages outre-Atlantique pour essayer de redorer le blason et de réparer les toitures. Et le père de Winston, Lord Randolph Churchill, était quant à lui le troisième fils du duc de Marlborough, ce qui veut dire qu'il n'était pas l'héritier en titre. C'est très important ça dans ces grandes dynasties britanniques, parce que vous savez qu'il y a un droit d'aînesse
totale en Angleterre. Donc, soit vous êtes l'aîné et vous héritez tout, vous raflez la mise, si je puis dire, soit vous êtes un cadet, c'est beaucoup plus difficile. Les deux jeunes gens s'étaient rencontrés aux régates de Cowes. Vous savez, ces régates de Cowes qui étaient le grand rendez-vous du Gotha européen, sur l'île de Wight, bien sûr. Lord Randolph avait demandé en mariage Jenny seulement 3 jours après la rencontre, et il avait accepté de se lier à l'une des familles les plus prestigieuses de New York, et elle avait accepté de se marier à un aristocrate très brillant sur le papier, mais assez désargenté, disons les choses. Bref, d'un côté on a porté le blason, de l'autre on a porté les écus, si vous me passez ce mauvais jeu de mots. 9 mois avant la naissance de Churchill, Lord Randolph est élu au Parlement. Il devient donc MP, il est membre du Parlement, et sa carrière va monter, va grimper dans les jeunes années de son fils. Quand Winston a 6 ans, Randolph est le chef de file du Parti conservateur. C'est-à-dire que la future égérie du Parti conservateur est elle-même le fils de celui qui en a été le patron. Voici ce que nous dit Andrew Roberts dans sa grande biographie de Churchill bien connue. Winston Churchill passa les premières années de sa vie à Dublin. Ses parents habitaient le petit logis proche du logis du vice-roi à Phoenix Park, où Lord Randolph travaillait comme secrétaire privé de son père. Le 7e duc avait été nommé vice-roi et lord-lieutenant d'Irlande par Disraeli en janvier 1877. Lord Randolph avait été contraint de quitter Londres, frappé d'ostracisme par le prince de Galles après avoir vainement tenté de le faire chanter à propos d'un certain nombre de lettres compromettantes qui impliquaient le marquis de Blandford, frère aîné de Randolph, avec une ancienne maîtresse du prince. Ça n'est qu'un exemple des nombreuses entreprises douteuses et sans gloire que mena Lord Randolph au cours de sa courte, instable mais indéniablement palpitante existence. Et comme le prince avait une mémoire d'éléphant, Lord Randolph resta interdit de séjour à Londres pendant plus de 3 ans. Ah oui, quand vous vous approchez trop près du soleil et que vous tentez de faire chanter un des membres de la famille royale, voilà ce qui est, pas n'importe quel membre, le prince de Galles, vous imaginez, voilà ce qui vous arrive. Winston Churchill, on est dans une grande famille de l'aristocratie britannique. Il a été confié à une nourrice, bien entendu, qui s'appelait Elizabeth Anne Everest, qu'il appelle Woomanie. Ses parents, qui sont très pris par leurs activités politiques, pour l'un mondaines, pour l'autre, sont assez peu présents. Un manque d'attention qui renforce l'attachement de cet enfant à sa nurse, dont il va garder le portrait toute sa vie dans son bureau. Elle aura été en quelque sorte son ange gardien, et il passe ses premières années entre le château familial et Dublin, où son père est en poste. Il faut imaginer ce petit Churchill entre Blenheim et les avenues rectilignes de la capitale irlandaise. Jusqu'à l'âge de 7 ans, il ne fréquente pas l'école, bien entendu. Il reçoit ses premières leçons à domicile, vous l'imaginez, avec des précepteurs qui viennent travailler sous l'œil bienveillant de la nourrice. Jack Churchill, le petit frère de Winston, naît en 1880, entre parenthèses, lui naît en Irlande, et déjà un certain nombre de rumeurs se font jour à propos de la filiation de cet enfant, parce qu'il faut dire que les deux parents font chambre à part, ils ne vivent plus ensemble à cette époque-là. Winston grandit à distance de ses parents, il lui arrive même de passer Noël sans ses parents, vous imaginez un peu. Et pourtant, malgré cette absence, il ne va jamais cesser d'éprouver une espèce d'admiration démesurée pour ce père qui est une sorte de statue du commandeur, ce père en pleine ascension politique, vous l'aurez compris, puisqu'il va finir par être nommé chancelier de l'échiquier. Comme tant d'enfants délaissés, Winston essaie de se faire remarquer dans les établissements où il va finir par être scolarisé. On le voit indiscipliné, agité, tellement agité que parfois ça se solde par un renvoi. Derrière cette turbulence, il y a quand même un caractère qui se forge. C'est ça qui est fascinant avec Churchill, c'est son caractère. C'est cette volonté obstinée. Churchill veut se faire remarquer de son père, il veut être vu, il veut être entendu de ceux qui affectent de l'ignorer. Il veut être cet enfant dont son père va finir par remarquer l'existence. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je vous disais que Lord Randolph Churchill avait été nommé chancelier de l'Échiquier, ça c'est en 1886, et il veut pousser sa chance, celui qui devient donc un des personnages importants du royaume. En décembre, dans un geste qu'il croit habile, il menace de démissionner pour forcer la main du Premier ministre sur un dossier qui lui paraît très important. Le Premier ministre à l'époque c'est Lord Salisbury. Or, le PM, comme on dit à Londres, accepte sans broncher, vous imaginez ? L'échec incroyable pour cet homme qui avait fini par se hisser à la chancellerie de l'Échiquier. C'est une mise à l'écart dont Lord Randolph ne se relèvera jamais. Et il y a maintenant un spectateur de ce qui s'apparente à une déchéance, c'est son fils Winston qui a 12 ans, qui assiste à cette chute et qui assiste douloureusement. Il est très affecté, Winston, par le déclin de son père, déclin rapide, à la fois social, bon ça c'est une évidence, mental également et physique. Et ce père, jusqu'au bout, il ne va cesser de l'admirer et donc de souffrir d'autant plus de cette relégation. Winston est admis à la Harrow School. Il va y passer toute son adolescence, de 13 à 18 ans. Bon élève, remarqué pour une mémoire absolument incroyable. Il apprend notamment le livre 2 de l'Énéide de Virgile par cœur. Et évidemment, il l'apprend dans le texte. Ce qui est assez inouï quand on est très jeune, c'est que généralement, on apprend avec beaucoup de facilité. Mais la facilité chez Churchill est très particulière. Il enchaîne les vers latins avec une facilité déconcertante. Alors pour autant, ce n'est pas des belles années pour lui. Il se rappellera toujours ces années d'élève comme une tache sombre sur le chemin de mon existence, dit-il. Une période d'inconfort, de contrainte et de vaine monotonie. Je pense que nous sommes assez nombreux à nous reconnaître dans ce portrait de l'enfance. Inconfort, contrainte et vaine monotonie. Voici ce qu'écrit Andrew Roberts. Churchill s'occupait à toutes sortes de passe-temps très éclectiques. Il appartenait à l'équipe de natation de sa classe, championne du collège. Il écrivait pour sa revue. Il collectionnait les timbres, les œufs d'oiseaux et les autographes. Il jouait aux échecs. Il élevait des vers à soie. Il dessinait des paysages, il jouait du violoncelle et il construisit un théâtre en miniature. Voilà, cette espèce d'esprit curieux, touche-à-tout, qui excelle dans tout d'ailleurs. Il jouait du violoncelle, oui, je vous l'ai dit. En avril 1892, il remporta la coupe de fleuret du championnat d'escrime des public schools à Aldersholt. Bien qu'il fût plus petit et plus léger que les autres concurrents, selon un élève, il gagna, je cite, « principalement grâce à son attaque rapide et audacieuse qui prit ses adversaires entièrement par surprise ». Point important pour la suite de son existence, nous dit son biographe, Churchill y perfectionna également son esprit de répartie à l'emporte-pièce. Lorsque Mr. Mayo, l'un des professeurs d'Harrow, s'exclama théâtralement devant la classe « Jeunes gens, je ne sais pas quoi faire de vous », Churchill lui rétorqua du haut de ses 14 ans « Nous enseignez des choses, monsieur !» Une autre fois, lorsque le directeur, le redouté dit Welton, lui dit « Churchill, j'ai de sérieuses raisons de n'être pas satisfait de vous », il reçut la réponse moins spirituelle mais tout aussi courageuse « Moi aussi, monsieur, j'ai de sérieuses raisons de ne pas être satisfait de vous ». Franck Ferrand sur Radio Classique. Churchill écrivait des lettres à ses parents pour les supplier de s'intéresser à lui. Il avait l'impression que ces deux-là étaient tellement loin, étaient tellement distants. En 1893, il a 19 ans maintenant, il va entrer au collège militaire royal de Sandhurst, cette académie extraordinaire de l'élite militaire britannique. Il va réussir le concours à la 3e tentative et se classer 95 sur 389, ce qui lui permet d'entrer dans la cavalerie. Mais lui, la vérité, c'est qu'il aurait souhaité autre chose. C'était un homme de l'armée de terre. Voici ce que lui écrit son père. « Mon cher Winston, il y a 2 façons de réussir un concours. L'une honorable, l'autre non. Tu as malheureusement choisi la 2e et tu sembles très satisfait de ton succès. Le premier inconvénient extrêmement préjudiciable de tes résultats, c'est que tu as raté l'infanterie et cet échec dénote sans conteste ton mode de travail nonchalant où l'insouciance le dispute au laisser-aller qui t'a fait remarquer tout au long de ta scolarité. Je n'ai jamais reçu de bulletin vraiment bon sur ta manière de travailler d'aucun de tes maîtres ou professeurs.
toujours en queue de classe, sans aucun progrès, avec des plaintes incessantes sur ton manque d'application, avec tous les avantages dont tu as bénéficié, avec toutes les aptitudes que tu crois sottement posséder. Voilà le beau résultat que tu obtiens parmi les élèves de 2e ou de 3e catégorie qui sont seulement bons pour être officiers dans un régiment de cavalerie. Tu m'imposes une charge supplémentaire de 200 livres par an. Ne va pas croire que je vais prendre... Oui, parce que ça coûtait cher d'être dans la cavalerie, fallait entretenir tout le matériel. Ne va pas croire que je vais prendre la peine de t'écrire de longues lettres après tous les échecs que tu subis et les folies que tu commets, parce que je n'attacherai plus le moindre crédit à tout ce que tu pourras raconter sur tes réussites ou tes exploits. Mets-toi bien dans la tête, de façon indélébile, que si ta conduite et tes actes sont semblables à ce qu'ils ont été dans les autres établissements, alors je ne me considérerai plus responsable de toi. Je te laisserai te débrouiller tout seul, en ne te donnant que l'aide qui pourrait s'avérer nécessaire pour te permettre de mener une vie respectable. Parce que je suis certain que si tu ne peux t'empêcher de poursuivre la vie indolente et sans résultat tangible que tu as menée pendant ta scolarité et les mois qui ont suivi, tu ne feras qu'un raté de la société en rejoignant les rangs bien remplis de tous ceux qui n'ont pas su tirer profit de leurs études, et ton existence finira par dégénérer dans le malheur, la bassesse et la futilité. Si tel est le cas, tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même pour tous ces malheurs. Et ce qu'il y a d'inouï, c'est que c'est signé néanmoins ton père affectionné, Randolph S.C. Et la mère qui ne vit plus avec le père, vous avez bien compris que les deux époux sont séparés et se trompent maintenant publiquement. Voici ce qu'elle écrit à Winston. « Papa n'est pas très content de t'avoir vu passer de justesse en ratant l'infanterie de 18 points. Il n'est pas aussi content de tes exploits que tu sembles l'être. » Et voilà. Et il faut faire avec ça, vous imaginez ce qu'un jeune homme peut ressentir en recevant une telle lettre de défiance, de rancœur, de fiel et d'amertume de la part de son père. Eh bien, il va briller, Churchill, dans cette école. Il va sortir 20e sur 130 élèves et notamment 2e aux épreuves d'équitation. On est là en décembre 1894 et en janvier suivant, une douleur le saisit qui va l'empêcher de dormir pendant plusieurs jours. La douleur en question, vous la devinez. Mon père mourut le 24 janvier tôt le matin. Appelé depuis une maison voisine où je couchais, je traversai Grosvenor Square, couvert de neige, en courant dans l'obscurité. Sa fin fut absolument dépourvue de souffrance. Il avait en fait sombré depuis longtemps dans l'inconscience. Tous mes rêves de camaraderie avec lui ou d'entrer au Parlement à ses côtés pour l'y soutenir, tout cela était brisé. Il ne me restait plus qu'à poursuivre son œuvre, à défendre sa mémoire. On ne peut pas dire que Churchill possède beaucoup de souvenirs de moments qu'il aurait pu partager avec son père. Devenu adulte et en dépit de toute cette immense défiance dont vous aurez senti transpirer finalement la dureté tout au long de cette émission, il va essayer d'honorer sa mémoire et de réhabiliter ce père que l'histoire récente avait tendance à considérer comme un second, pour ne pas dire un troisième couteau. Les dernières années de Lord Randolph avaient été marquées par un effondrement politique et personnel qui avait terni une réputation déjà un peu douteuse. Et Winston a entrepris d'écrire une biographie très élogieuse pour essayer de réparer ce qui avait été brisé trop tôt. Winston restera fidèle à la mémoire de ce père si dur, il lui restera fidèle jusqu'au bout et vous savez que son premier fils va porter évidemment le prénom de son grand-père, Randolph. Les historiens n'ont pas manqué de relever une espèce d'étrange symétrie puisque Lord Randolph est mort à 45 ans un 24 janvier 1895. Winston, lui, décédera au double, à 90 ans, le double de son père, en 1965. Mais il mourra, lui aussi, notez-le bien, un 24 janvier. Vous écoutez Radio Classique.